Alors, bonjour Louise. Hello! Salut Bonjour. Aurélien. Alors voilà, cette vidéo s'inscrit donc dans la série de podcasts donc dédiée aux personnes qui ont pris des fluoroquinolones. Et Louise a eu la gentillesse de contribuer donc en mettant une pierre à l'édifice donc pour apporter son témoignage aujourd'hui. Alors sans plus attendre, Louise, on va t'écouter. Pourquoi pas commencer ton histoire donc par le début, bien sûr, avec donc la prescription des fluoroquinolones. On t'écoute. Ouais, alors, moi j'ai pris. Donc, moi ça remonte à juillet dernier, juillet 2024, donc ça va faire 10 mois à peu près, tout début juillet, fin juin, début juillet. Je suis allée aux urgences parce que je pensais faire une crise d'appendicite euh, qui s'est avérée être une pyélonéphrite à droite. Donc, une pyélonéphrite, c'est une infection, une bactérie qui remonte dans le rein. En gros, c'est très douloureux. Donc j'avais genre 42 fièvres, j'étais vraiment, enfin les douleurs sont horribles. Et donc aux urgences, on m'a dit bon, on a une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que vous avez une pyélonéphrite. La bonne nouvelle, c'est que ça soigne. Donc moi, je n'avais jamais entendu parler de ça, donc je me suis dit bah, très bien, parfait. Et donc je suis sortie des urgences avec une prescription de 7 jours de lévofloxacine une fois par jour. C'était 500 mg une fois par jour pendant 7 jours. Et donc, je suis rentrée chez moi à 3 heures du matin, complètement sonnée, super mal, avec cette prescription que je ne suis. Bon, on m'a rien dit. Si, enfin, non, je serais de mauvaise foi. On m'a juste dit si vous avez une douleur au tendon d'Achille, euh, voilà, appelez votre médecin, mais en me précisant que c'était très très rare et que ça n'arrivait globalement qu'aux personnes enfin vraiment assez âgées. Voilà, enfin c'était vraiment une simple précaution de me dire ça, mais a priori ça n'arrivait jamais quoi. Et donc, voilà, le lendemain matin, c'est pas moi qui suis allée chercher la boîte d'antibiotiques à la pharmacie, mais mon conjoint. Mais manifestement, on ne lui a rien dit non plus à la pharmacie. Et puis moi, vraiment, j'avais baissé la garde. Enfin, j'étais super mal. Et donc, j'ai pris ce truc en me disant juste que, enfin, voilà, quoi, je me suis pas posé de questions. J'ai commencé à prendre les médicaments. J'ai fait une première prise. Alors, c'est drôle parce que les premiers jours, j'étais très mal et je vomissais après les. Mais je pense que ça n'avait rien à voir avec les antibiotiques, mais j'étais déshydratée. Enfin, du coup, je vomissais et j'avais hyper peur de mal ingérer l'antibio. Donc je me disais oh là là mince le truc j'arrive pas à le garder dans mon organisme. Du coup ça va pas me soigner. Donc c'est drôle parce que ma crainte c'était de ne pas garder l'antibio. Aujourd'hui je me dis vraiment c'est ce qui aurait pu m'arriver de mieux quoi. Ouais. Donc je suis retournée aux urgences au bout de 2 jours en me disant j'arrive pas, enfin j'ai peur quoi de pas réussir à bien faire le traitement. Ils m'ont dit non mais c'est pas grave, il faut continuer, essayer de pas vomir quoi. Donc je rentre chez moi, je continue, puis en fait ça au bout du deuxième, troisième jour, j'arrive à garder le traitement. Et puis là en fait très vite, au bout de 3-4 jours, je me dis il y a un truc qui va pas, j'ai des douleurs mais qui ne sont plus mes douleurs initiales. J'ai une espèce de j'ai la cage thoracique hyper comprimée, j'ai une douleur à droite mais beaucoup plus haut que le rein, enfin ça n'a plus rien à voir avec mes douleurs du début. Et puis j'ai l'impression d'avoir des fils tendus dans le corps, enfin tout est bloqué, comprimé, enfin c'est horrible, j'ai du mal à respirer, enfin bref. Et donc je dis à mon copain non mais ça va pas. Et donc on retourne aux urgences pour dire ça ne va pas. Et puis sur le chemin des urgences, ça me lance le tendon d'Achille, mais une fois 10 secondes. Donc je lui dis, mais j'ai mal dans le tendon, là ça vient de me lancer. Et puis bon, moi après, je peux avoir ce truc où on me dit, attention à pas vous gratter les yeux pendant 5 minutes, machin. Et puis forcément, j'ai envie de me gratter les yeux. Donc là, je me dis, bon, on m'a dit que si j'avais mal au tendon d'Achille, j'ai mal au tendon d'Achille. Et puis mon copain me dit ouais c'est psychologique, ça a duré 10 secondes quoi, c'est très succinct. Donc je me dis bon ok effectivement il y a sûrement rien. On arrive aux urgences,
Je suis reçue par un autre médecin, urgentiste. Je dis, bon voilà, je suis venue, donc je raconte, je suis au milieu de mon traitement, ça va mieux quelque part, j'ai plus de fièvre, j'ai plus l'impression que je grelotte, enfin voilà, ça va mieux, mais j'ai de nouvelles douleurs, j'ai une nouvelle gêne, j'ai l'impression, enfin j'ai des sensations très bizarres. Et puis j'ai un tendon d'Achille qui m'a lancé 5 secondes, bon ça y relève même pas. Et puis ils me refont faire, je crois, une prise de sang, un truc, bon il y a rien. Et donc il me dit bon, c'est la pyélonéphrite qui doit faire des siennes. Et puis moi je me dis oui certainement, mon corps il est complètement à plat, il se passe des choses. Bon ok. Et donc il me dit on prolonge le traitement. Et donc il me remet une semaine de plus. Je dois être au jour 4 ou 5. Et donc il me remet 7 jours de lévofloxacine pour un total de 14 jours. Moi j'avais une retraite de yoga prévue à l'étranger une semaine après. Donc, quelque part, je me dis, j'ai ce truc, hein, vraiment, quand j'y repense, je me dis, bon, tant que je suis sous antibio, enfin, ça me permet de partir à l'étranger en étant un peu sereine, quoi. Et puis, je lui pose la question, je lui dis, est-ce que je peux faire du yoga Et puis, bon, je pense que lui, il a en tête que le yoga, on fait 3 étirements, et puis c'est hyper passif, et puis voilà, donc il rigole, il me dit, oui, bah, juste faites pas des grands écarts, mais il n'y a pas de problème, quoi. Ok. Donc, je rentre chez moi, et puis je continue le traitement. Et puis bon, j'ai toujours cette espèce de point de côté, cette espèce de contraction, compression dans l'abdomen. Enfin, c'est bizarre. Mais je me dis bon, ok, je retourne travailler. Je suis un peu mal, mais bon, je mets ça sur le coup de la pyélonéphrite. Et puis je pars au Brésil toute seule pour faire cette fameuse retraite de yoga avec des inconnus. Bon, bref. Euh, et puis dans le vol aller, je sens qu'il y a des trucs bizarres. Je mange sur la digestion, j'ai tout de suite envie de dormir, mais ça me prend d'un coup. D'un coup, j'ai plus de force, j'ai plus d'énergie dans le corps. Bref. J'arrive à Rio, jet lag, je suis un peu fatiguée. Je me sens pas dans mes pompes, quoi. Il y a un truc où c'est comme si j'étais un peu à côté, pas comme d'habitude. Donc je me dis, bon, ça doit être le jet lag, la fatigue. Quand même, mon corps, là, il est un peu à rude épreuve. Je vais aller courir. Donc je pars courir. Je cours, c'est dur, je galère, j'ai pas de souffle, je suis fatiguée, mais à nouveau, je m'affole pas, je me dis bon, c'est normal, je suis un peu KO. Et puis je rentre, je prends un petit déjeuner et donc là, je prends un taxi pour rejoindre le lieu de la retraite. Et dans le taxi, la cata, j'ai l'impression que je sens enfin ça c'est vraiment la sensation que j'ai eue. J'ai l'impression que je sens tout mon sang qui descend, quoi, qui part de mon corps. J'ai l'impression que mon cerveau est plus irrigué. J'ai l'impression qu'il y a plus d'essence vitale dans mon corps. Et puis j'ai commencé à avoir des palpitations, une espèce de sueur froide. Ça ressemble pas à un malaise vagal parce que je sais plus où je suis. J'ai l'impression que ça ne marche plus, quoi, à l'intérieur. Et donc là, c'est la cata. En plus, je suis toute seule dans un taxi, donc je fais arrêter le taxi. Je me retrouve dans un centre commercial à essayer d'appeler une copine. Donc j'ai une copine qui est brésilienne, dont la famille est à Rio. Elle me dit attends, j'appelle mes parents. Donc bref, au final, je me retrouve dans dans une clinique à Rio, toute seule, mais super mal. Et moi, j'étais sûre que j'étais en train de mourir, quoi. Palpitations, et puis j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui connecte mes neurones. Enfin, il n'y a plus rien qui fonctionne, quoi. Et je me dis, je vais mourir. Je suis en train de mourir. Et bon, aux urgences, enfin, à la clinique, ils me font plein de tests. À ce moment-là, il me reste 3 ou 4 jours de traitement. Et puis, ils me font des tests, et puis tout est normal. Ils me disent juste que j'ai une gastroparésie, je crois que ça s'appelle. C'est une lenteur à la digestion, qui est un des principaux symptômes aussi de dérèglement du système nerveux autonome. Mais bon, ça, je ne sais pas du tout à l'époque. Je me dis, ok, bon, j'ai ce truc-là, ça n'affole personne. Ils me donnent des médicaments. Et par contre, ils me donnent donc je leur dis, il me reste 3 jours de traitement. Est-ce que je continue? Et bon, je pense que eux, c'est pas mes médecins traitants. Ils sont un peu. Donc ils me disent, oui, oui, finissez le traitement. Par contre, on vous donne des probiotiques. Donc, je fais les 4 derniers jours avec des probiotiques. Et puis, je fais les 4 derniers jours en faisant du yoga. Donc, je suis quand même physiquement, je fais des efforts, quoi. Tous les jours, j'ai 4 heures de yoga par jour. Enfin, voilà, quoi. C'est intense. C'est intense. Et puis, la semaine se passe
pas trop mal, j'ai des sensations bizarres. La nuit, j'ai des sueurs nocturnes, je transpire. J'arrive pas. Je sens que je ressens la température bizarrement. J'ai jamais très chaud alors que je suis au Brésil. J'ai jamais envie de me baigner. Et puis parfois, j'ai besoin de prendre plein de douches parce que j'arrive pas trop. J'ai l'impression que j'arrive pas trop à réguler ma température corporelle. Enfin, c'est bizarre. Puis voilà. Et puis je rentre chez moi en France. Mais je sais quand même qu'il y a un truc bizarre. Je me sens pas comme d'habitude. Et à partir de là, c'est la dégringolade. Où tous les jours après, il m'arrive un truc, un nouveau symptôme. Donc ça commence par j'ai des brûlures dans la cage thoracique. Ça me fait ultra mal. Quand je mange du sucre quand je mange en fait derrière 1 ou 2 heures après, je suis KO. Il faut que je m'allonge. J'ai plus d'énergie. Je fais des crises d'angoisse. J'ai chaud, j'ai froid, enfin bref, ça va pas. Et donc là, je vais voir des gastro-entérologues parce que j'ai cette brûlure et puis j'ai mal dans l'abdomen, dans le thorax. Et donc les gastro-entérologues me disent bah vous faites du reflux, donc on va vous filer des IPP. Moi pareil, IPP, je sais pas ce que j'ai. Moi j'ai jamais pris vraiment de médicaments dans ma vie. Ok. J'ai jamais été très malade et puis j'ai toujours été bizarrement méfiante. J'ai jamais pris la pilule parce que ça me faisait peur qu'on altère le fonctionnement normal de mon organisme. Mais là vraiment j'étais trop mal quoi. Je me suis pas posé la question. Donc les IPP, je me dis bon ok. Je savais que ma mère en avait pris à l'époque, donc je me dis bah ça lui a rien fait, c'est ok quoi. Donc je prends 2 semaines d'IPP où il ne se passe rien selon moi, ni en bien ni en mal. Après vraiment je suis déjà très mal, donc je sais pas dire si c'est pire ou si c'est voilà. Mais au bout de 2 semaines, bon, 10 jours, bon ça va pas mieux, donc je me dis bon j'arrête ce truc. De toute façon on m'a un peu donné ça en sachant pas trop ce qui m'arrivait, donc ça me va pas quoi, j'arrête. Je fais une endoscopie quand même, qui ne trouve rien. Et puis après, on commence à me prescrire un peu des médicaments, mais je sens que c'est pas ça. Et donc après, je retourne aux urgences. Donc je pense que donc là, on est fin juillet. Donc je commence à regarder sur Google. Donc là, j'ai commencé à regarder sur Google. J'ai commencé quand même à voir des trucs sur le médicament. J'en parle à mon médecin généraliste qui me dit oh, non, 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 ah bon, les fluoroquinolones, ça aurait des effets secondaires comme ça? Non, je crois pas. Je pense pas. Bon, je me dis ok. Euh, et puis je vais aux urgences parce qu'en fait, je fais des crises. Enfin, je suis persuadée que je vais mourir, quoi. J'arrive plus à. Je commence à avoir des paresthésies. Donc le soir, quand je m'endors, je me dis demain matin, peut-être que je sentirai plus ma jambe, peut-être que je sentirai plus mon bras, peut-être que je pourrai plus marcher, peut-être que. Donc c'est l'angoisse maximale. Et puis j'ai des palpitations. Enfin, c'est la cata. Donc je fais 4-5 passages aux urgences pendant le premier mois où on me dit non, bah, tout va bien, quoi, tout va bien. Et y a un jour où j'étais persuadée que je faisais une angine de poitrine ou que j'avais un problème cardiaque ou un truc pulmonaire. Enfin bref, je me dis, je fais un truc cardiaque. Donc, comme j'obtenais pas de réponse à mes questions, je me dis, bah, je vais aller faire un cours de sport pour voir si ça lâche, quoi. Enfin, on va voir si je suis essoufflée ou si j'y arrive pas, c'est qu'il se passe un truc, il y a un truc cardiaque, quoi. Je vais faire mon cours de sport, tout va très bien, le cours il passe, je me dis bon bah c'est pas ça. Et puis le lendemain je me réveille puis ça va pas, c'est pire. J'ai des décharges électriques, ça, ça pétille, j'ai des nerfs qui sautent. Enfin c'est vraiment tout mon corps est en alerte quoi. Et donc là après juillet août, je l'ai passé les 2 mois, j'ai annulé toutes mes vacances après avoir fait quelques malaises dans les aéroports. Enfin bref. Juillet-août, je le passe allongé, à quasiment plus pouvoir marcher, mais à ce moment-là, c'est pas trop les tendons, c'est juste une douleur musculaire, tension, décharge électrique. Enfin, je suis mal, quoi. Je suis alitée parce que j'ai plus d'énergie, j'arrive plus à manger. Dès que je mange un truc, en fait, je vois rapidement qu'il y a un lien entre mes crises et le moment de la digestion où j'ai l'impression que mon corps a plus assez d'énergie en fait pour tout faire. Donc comme là il doit digérer, bah, le reste ça marche plus. Donc j'arrête de manger. Je me dis bon, j'arrête de manger comme ça au moins on évite les problèmes. Donc je peux plus trop marcher, je peux plus trop manger, j'arrive plus à dormir.
je fais des insomnies terribles où vraiment dormir est inaccessible. C'est même pas je dors un peu mal, je dors 1 heure puis je me réveille. Je n'arrive pas à dormir du tout. J'ai des bâillements intempestifs, un peu comme des réflexes. Je bâille en continu, je bâille 50 fois, mais j'arrive pas à dormir. Et puis j'ai un hoquet assez vite qui se met en place, que j'ai toujours 10 mois après. Donc j'ai le hoquet tout le temps. Je bois une gorgée d'eau, j'ai le hoquet tout le temps. Donc voilà, ça c'est juillet, août, septembre. Il y a une fois, un soir où et puis j'ai des contractions musculaires, j'ai des espèces de spasmes. Je pense qu'en août, je suis allée à la mer. J'ai dû marcher 15 minutes sur la plage, faire 3 brasses, et le soir j'avais des contractions musculaires, quoi, comme des spasmes musculaires. Et puis là, à nouveau, ce soir-là, je me suis dit, mais je vais mourir. Donc j'ai appelé ma mère en disant, mais il faut venir parce que c'est la fin, quoi, je vais mourir. Et bon, enfin, vraiment, c'était 3 mois traumatisants, avec pas de réponse. Et à ce moment-là, ouais, je suis assez concentrée sur le fait, je vais aux urgences en fait, parce que vraiment, pour moi, je suis en fin de vie, donc je vais aux urgences. Et puis personne me dit rien, et puis je vois bien que tout le monde me prend pour une cinglée. Mon médecin généraliste, j'arrête de le voir parce que à partir du moment où elle me dit, moi, les fluoroquinolones, non, je suis pas au courant, je me dis, bon, guignol. Donc, bye. Et puis, en fait, assez vite, quand même, je sais que c'est ça. Personne ne me le confirme, mais je me dis, je sais que c'est ça. Je commence à trouver des groupes, je commence à voir des articles sur Internet. Donc, je prends du magnésium assez vite. Enfin, assez vite, un bon mois quand même après le début. Et puis, je commence à faire une cure d'argile. C'est un des premiers trucs que je fais. Et puis après, j'ai rajouté des compléments alimentaires un peu au fur et à mesure. Mais ouais, les 3 premiers mois, c'était ça. Pas de sommeil, pas d'alimentation et pas de mouvement. Un bon début. Non, mais en gros, c'est ça. Et puis après, les choses ont commencé à, je dirais pas se stabiliser, mais j'ai eu moins de... J'avais encore tous les symptômes, quasiment. Je pense que j'ai eu 3 mois vraiment de maxi Big Bang. Après, il y a eu 3 mois où tous les symptômes étaient là, mais c'était moins des crises. J'avais moins l'impression que c'était la fin de ma vie, quoi. J'étais très mal, mais les angoisses se sont calmées. Enfin, en fait, c'était moins l'ascenseur, quoi. Je descendais moins bas. C'était moins des pics. J'étais plus mal en continu, en fait. C'est moins aigu, Euh, dans une phase. ouais, ouais, ouais. Et puis donc là, j'ai commencé à avoir. Bon, là, j'ai commencé mon errance médicale. A commencé à avoir plein de médecins. Donc moi, j'ai fait une bonne boulimie de médecins aussi. Je pense que j'ai dû voir allez, 5 médecins de chaque spécialité. Donc j'ai commencé par les neurologues, donc j'ai fait des électromyogrammes qui étaient normaux. Enfin, tout est normal, hein, de toute façon, tout est magnifique. Mes prises de sang, elles sont parfaites. Les cardiologues, donc moi, ma cardiologue m'a dit, non mais vous êtes angoissée. Alors, bon, j'ai perdu mon père, mais il y a plus de 10 ans. Et donc en fait ça fait effet boule de neige. Je pense que mon médecin généraliste a mis quelque part dans un courrier que j'avais perdu mon père, et ensuite le cardiologue a récupéré ça et s'est dit, ah mais elle a perdu son père, donc et en fait voilà, et tout le monde s'est dit, mais en fait elle est angoissée, elle est dépressive, alors que pas du tout, hein. Elle m'a dit tout allait très bien. Et voilà, donc le cardiologue m'a envoyé des contacts de psychologues. Une des neurologues m'a dit, étirez-vous, ça va passer. Le dermato m'a dit, mettez moins de chauffage chez vous, comme ça arrêtera de brûler. Enfin voilà, c'était ça en fait les inputs du corps médical dans les premiers mois. Donc assez désespérant. Il y a eu aussi un bon moment où je me suis dit, mais en fait t'es cinglé, quoi. Genre, t'es cinglé. Si tu vois 40 médecins et que les 40 te disent c'est pas possible, à un moment donné, bon. Et puis quand même, non, enfin, c'était trop gros, je connais trop bien mon corps, et puis voilà, j'ai quand même toute ma tête, donc je me suis dit, non, non, on continue, on s'accroche, quoi, c'est pas normal. Et voilà, et ensuite j'ai rencontré un médecin de médecine fonctionnelle qui m'a dit très rapidement, alors lui, je lui ai juste dit, bon, parce que j'avais arrêté aussi de dire les fluoroquinolones parce que je voyais bien que ça leur plaisait pas. Donc
Voilà, je disais juste j'ai une pyélonéphrite et puis j'ai eu 2 semaines d'antibiotiques et puis sans forcément préciser et puis depuis tout va mal quoi. Je m'en tenais un peu à ça. Et j'ai un médecin fonctionnel qui m'a dit mais vous avez été empoisonné. Et du coup je me suis dit ah enfin. Et il m'a dit c'est votre système, c'est des réactions de vos systèmes nerveux autonomes. Des petites fibres et vous avez été empoisonné. Mais bon, pour lui, que ce soit un empoisonnement au fluoroquinolone ou à autre chose, c'était pareil. Enfin, c'était pas forcément cet antibiotique-là. Sa version, et je pense qu'il y a une part de vérité, c'est que ça aurait pu m'arriver à la suite d'un Covid long, à une réaction d'un antibiotique. Enfin voilà. Donc, mais bon, il reconnaissait déjà une partie de mes symptômes. Il apportait une certaine logique quand même, ce qui m'a fait du bien sans forcément avoir de solution. Donc on a commencé à faire de l'acupuncture ensemble. Bon, voilà. J'en suis pas sortie ni grandie ni guérie. Après, je pense que chacun, on a des trucs qui marchent et des trucs qui marchent pas. Moi, l'acupuncture jusqu'à présent, ça m'a pas forcément beaucoup aidé. Et puis voilà, j'ai vu neurologue, cardiologue, gastro-entérologue. Je suis allée à l'hôpital, de la médecine interne. Voilà. Et puis j'ai trouvé un peu de soulagement. Alors moi j'ai trouvé un peu de soulagement dans de la fasciathérapie au début. Parce que vraiment j'étais à l'arrêt. Après il y a aussi un truc, j'étais très sportive avant, donc je passe on fait du sport tous les jours à le corps il est complètement à l'arrêt, donc je pense qu'on se déconditionne aussi assez vite. Donc j'ai perdu beaucoup de poids, j'ai perdu évidemment beaucoup de muscles. Ma peau a changé d'aspect drastiquement. Donc j'ai vu des dermatos aussi. Voilà, et après j'ai commencé à faire pas mal de médecine alternative. Donc ouais, j'ai tout essayé aussi, de la sophrologie, de l'acupuncture, de la fasciathérapie qui m'a pas mal aidée. J'ai attendu un peu avant de démarrer ostéo et kiné. J'ai dû attendre 6 mois. Je me suis dit bon pendant 6 mois tu bouges pas quoi, tu vas pas te parce que bon et donc mes tendons d'Achille se sont réveillés au bout de 3 mois quoi je pense. Ça a commencé par les genoux et puis ensuite partout. Les tendons d'Achille. Les coudes, après, c'est difficile de savoir ce qui est de l'ordre de la douleur, pour moi en tout cas, tendineuse, ce qui est musculaire, ce qui est. Parce qu'en fait, tout est en. Bah, tout fait mal en fait. Ouais. Donc, le tendon d'Achille, c'est facilement identifiable, mais après, j'avais mal dans le cou, j'avais mal dans les cervicales, j'avais des tensions partout en fait. Enfin, que j'ai toujours. Donc, voilà, j'ai commencé un peu de kiné au bout de 6 mois. Tout doucement, mais plus pour essayer de retrouver une forme de connexion à un corps qui m'était devenu vraiment étranger sur tous les niveaux. Donc ça rajoute une bonne part d'angoisse d'avoir l'impression qu'on vit dans la peau de quelqu'un d'autre, quoi. Et puis j'ai vu mon ostéo qui m'a dit c'est dingue, vous avez des cordes à linge dans le corps, comme des cordes à linge tendues dans le corps. Et puis plus rien n'est élastique, quoi. Donc après, est-ce que c'est une perte de collagène? Est-ce que c'est des tensions à cause du système nerveux? Est-ce que c'est... J'en sais rien. Mais je suis raide comme un piquet. Et voilà. Mm. Et voilà, en gros. Donc là, ça... Ouais, et j'ai commencé après à m'informer beaucoup sur les groupes. Moi, je suis allée beaucoup sur les groupes anglophones. Sur une plateforme qui s'appelle Reddit, qui est très documentée. Mais bon, après, c'est un vortex, quoi. On tombe dans un truc où il y a des pathologies dans la pathologie. Enfin, on parle de maladies auto-immunes, donc c'est pareil. C'est psychologiquement pas non plus. C'est une source de renseignements énorme. Et en même temps, il faut être accroché parce que moi, je m'accaparais aussi les symptômes de tout le monde. Donc, à un moment donné, j'avais l'air dans l'os, symptômes de fatigue chronique, j'avais le SAMA, j'avais tout, quoi. Je me suis dit, moi, j'ai tout. C'est Et toi. j'ai testé tous les compléments alimentaires possibles, imaginables, en cure, par vague, associés avec différentes associations. Je pense que j'ai tout fait. J'ai fait tous les médecins, tous les compléments alimentaires, tous les symptômes. Voilà.
Et combien de réponses as-tu alors de tout ça? Donc, on est d'accord, aucun médecin s'est mouillé, enfin, je ne vais pas employer ce terme, aucun médecin ne s'est prononcé sur un diagnostic à ce jour, si ce n'est celui que tu disais sur le calicule Ouais, empoisonnement. ouais, le système nerveux. Alors, ce médecin de médecine fonctionnelle m'a dit système nerveux autonome, des petites fibres nerveuses, hyper excitabilité des petites fibres nerveuses. Mais il m'a dit c'est pas une maladie, c'est un dérèglement, ce qui est plutôt à mon sens vrai, mais bon, quand bien même, ça reste très, très emmerdant, si je peux dire. Et donc il m'a dit bon bah ça va finir par se remettre quoi avec de l'acupuncture et donc il m'a dit ça au premier rendez-vous. Au deuxième rendez-vous, il m'a quand même dit ça serait bien de prendre un peu de gabapentine. Lui-même qui m'avait dit il faut surtout pas prendre de médicaments à la fois d'avant. Il m'avait dit vous êtes très sensible apparemment donc faut surtout pas prendre de médicaments et bon quand je suis revenue au bout de 6 mois il m'a dit bon là ça commence à traîner un peu on va prendre de la gabapentine. Donc il y a eu un moment où j'ai eu je crois 6 prescriptions différentes de gabapentine de 6 médecins différents et pareil pour le Laroxyl. Et puis je les gardais, je les empilais et puis j'allais chercher les trucs à la pharmacie donc j'ai une mini pharmacie chez moi avec 6 boîtes de Laroxyl, 6 boîtes de gabapentine que je n'ai jamais pris. Enfin, j'ai testé le Laroxyl quand même. Mais non, jamais, pas une seule fois le médicament a été mis en cause, ça c'est sûr. Pas une seule, pas par aucun médecin. Enfin, si, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ils admettent que le corps que ça peut engendrer une réaction du corps de défense quelque part, je pense, mais que ça soit les fluoroquinolones ou qu'on voit quelqu'un se faire écraser dans la rue, ou voilà, enfin c'est un choc en fait. Et c'est Mhm. pas forcément la molécule le problème. C'est plus la réaction du corps, parce que peut-être qu'il y avait un terrain, mais ça Oui, reste oui, comme n'importe quelle chose, quoi. Mhm. ouais. Oui, oui, moi on m'a dit, bah en fait, c'est des trucs qui arrivent, Covid long, réaction à un vaccin, et puis même, le médecin me l'a dit, il m'a dit si vous voyez quelqu'un se faire écraser dans la rue, le choc émotionnel, le système nerveux se déraille quoi. Enfin, il y a un truc de. Mais bon, je pense que ça va au-delà quand même. Là, on a des symptômes qui sont quand même assez caractéristiques des fluoroquinolones, notamment les tendons. Enfin, bon, Mhm. il faut aussi voir la réalité comme elle est quoi. Bon. Et on a essayé de me. Et là, j'ai vu un médecin de médecine interne qui m'avait été conseillé sur le groupe Facebook il y a 10 jours, qui lui, pareil, a assez vite est assez vite passé sur le sujet des fluoroquinolones, euh, mais qui a essayé de mettre un peu dans des cases de syndrome, des trucs genre fibromyalgie, SAMA, symptômes de fatigue chronique, ces choses-là. Voilà, moi je sais pas ce qui est vrai, ce qui est faux. J'ai l'impression qu'on pioche dans des symptômes de plein de trucs différents sans pour autant rentrer dans les cases de la maladie, quoi. Voilà, donc on m'a proposé aussi des traitements asymptomatiques. Voilà, enfin lui, ce médecin de médecine interne m'a dit, c'est pas un truc qu'on peut guérir, mais par contre, on peut proposer des manières de soulager les symptômes, quoi. Genre des antihistaminiques, Après, ça dépend des symptômes de chacun, mais moi j'ai des soucis de sécheresse buccale, enfin de toutes mes muqueuses. Donc il m'a prescrit un peu des gouttes, des sprays pour le nez, euh, voilà, mais rien de fou. Et à ce jour, je n'ai rien testé à part j'ai fait 2 semaines de Laroxyl quand même, il y a quelques mois. L'idée c'était d'avoir une visée antalgique et de réduire un peu mes douleurs. Quand j'ai commencé aussi la kiné, mon kiné m'a dit ça va t'aider à passer un step supérieur et ça va t'aider dans la rééducation, ça va enlever de la tension dans les muscles quoi pour nous permettre de faire quelques mouvements. Donc je me suis dit ok ça se tente. C'était le dosage goutte par goutte, donc vraiment c'est moi qui pouvais moduler, voir
Et en fait, je tombais dans le coma. Le soir, je me couchais. Le matin, j'étais irréveillable. J'aurais pu dormir 24 heures d'affilée. Et puis, ça n'a enlevé aucune douleur. Donc, je me suis dit, non, en fait, je suis pas OK avec ça. Donc, j'ai arrêté. Et voilà. Et sinon, ouais, non, pour l'instant, les médicaments, je suis pas mûre, quoi. Mais surtout, je suis pas convaincue. J'ai l'impression qu'on nous donne des trucs par défaut, par dépit surtout, et que c'est pas ça qui va nous soigner. Ça va endormir le symptôme, peut-être, au mieux, si on a de la chance. Mais voilà, j'ai pas envie de m'embarquer dans une médication à vie non plus, quoi. Enfin, voilà. Et la piste des antihistaminiques aussi, alors il était question de ça aussi. Oui, parce que du coup, moi, j'ai quand même des réactions qui ressemblent un peu à des réactions allergiques. J'ai Alors, j'ai pas très bien identifié. Il y a des choses que dans l'alimentation que j'ai identifiées, c'est certain. J'ai fait 2 fois une grosse réaction après avoir mangé de la sauce tomate. Donc ça, je crois que c'est très chargé en histamine. Et pareil, vin rouge, ça m'a mis à terre. Euh, et j'ai testé une bière et pareil, j'ai des espèces de flush. Et j'ai l'impression qu'il se passe je suis assez sensible au changement de température. Enfin bon. Et donc à un moment, je me suis dit, c'est une histoire d'activation des mastocytes. Et il faudrait un peu les calmer. Et du coup, pour ça, souvent, ce qui est préconisé, c'est des antihistaminiques. Et je crois que c'est une combinaison d'antihistaminiques. Il y a différentes formes. Je crois qu'il y a des H1, H2. Enfin bon, bref, ça devient un peu technique. Mais c'est une combinaison de H1, H2. Voilà. Donc on m'a prescrit ça. Pareil, je l'ai pas pris parce que je suis pas 100% convaincue que ce soit vraiment ça mon problème. Mais j'envisage. Ça reste une option valide, Ouais, enfin, à tester, du moins. Valide, peut-être pas, mais à ouais, tester. ouais. Et puis ça, et puis essayer de soigner un peu mon microbiote intestinal. Donc j'ai fait des analyses là dont j'attends les résultats. Et en fonction, on verra s'il y a des choses à ajuster ou sur lesquelles on peut travailler. Et j'ai espoir que ça aide mes symptômes du système nerveux, mais sans certitude non plus. Enfin, de toute façon, je pense qu'on en est tous là. On tente des choses et puis on s'accroche un peu à des croyances en se disant ça va m'aider. Et puis on voit quoi. Parce que là, avec un médecin fonctionnel, c'est ça que tu fais le test microbiote? Non, alors là, le médecin fonctionnel, j'ai arrêté de le voir parce qu'après, le fait qu'il me propose la gabapentine, je me suis dit, bon, en fait, voilà. Il m'a aidé dans le sens où il m'a aidé à poser un début de diagnostic. Parce que jusque-là, moi, le système nerveux autonome, les petites fibres, je savais pas ce que c'était. Donc ça m'a voilà, ouvert Enfin, ça a alimenté mes recherches personnelles, on va dire. Mais après, j'avais pas envie de prendre de la gabapentine. On a fait des séances d'acupuncture avec lui, ça n'a pas marché. Enfin, voilà, je me suis dit, bon, on est arrivé au bout de ce qu'il lui pouvait m'offrir. Et, euh, et par contre, j'ai dû poser la question sur le groupe Facebook ou récupérer une info, je sais plus, mais en tout cas, j'ai le contact de la personne. Là, je vois une micronutritionniste, je crois, spécialisée, me semble-t-il, dans les travails autour du microbiote. Et c'est un contact de Philippe Coville que j'ai dû avoir sur le groupe Facebook. Et c'est elle qui m'a prescrit ces analyses, qui sont faites par un labo à l'étranger, enfin en Belgique. Et donc j'attends les résultats. Et en fonction de ça, on verra ce qu'elle me conseille de faire, quoi. D'accord. Alors, Louise, je t'ai pas demandé, du coup, alors c'est impoli, mais quel âge as-tu? J'ai 34 ans. J'ai été 4 floxée l'année dernière à 33 ans. ans. Bon, on est d'accord, donc zéro souci de santé avant tes 33 ans. Zéro souci de santé. Zéro souci de santé. Donc pour toi, Rien. le lien est évident Ouais. il n'y a pas de Ouais, doute. en fait, ce qui a été compliqué pour moi au début, enfin, qui m'a un peu ralenti dans cette évidence, c'est que bah, j'avais cette pyélonéphrite qui est quand même un truc atroce où t'as 42 fièvre, des symptômes, enfin, ton corps est vraiment à l'arrêt quand même déjà.
Et en fait, je me suis dit, tout le monde m'a dit, ouais, les pyélonéphrite, c'est horrible, c'est une des pires douleurs avec les calculs rénaux et je sais plus ce qu'on m'a dit d'autre, l'accouchement, je crois. Et je me suis dit, ok, mais c'est ça, c'est mon corps qui. Et puis j'avais eu une année difficile, pas sur le plan. J'avais eu beaucoup, beaucoup de travail. Enfin, j'avais eu un rythme sur l'année assez effréné. Donc je savais que j'étais un peu crevée, que j'arrivais aux vacances d'été un peu sur les dents, quoi. Enfin, que j'avais besoin de repos. Et je me suis dit, bon, c'est ça, c'est mon corps qui me dit stop, maintenant, ciao. Et, mais au fond de moi, je le savais. Et je t'ai pas dit, mais l'été, les semaines après la prise de fluoroquinolone, là, quand je faisais toutes mes espèces de syncopes et de crises qui m'envoyaient aux urgences, il y a un soir où j'ai appelé SOS médecin, parce que je pense que j'avais épuisé toutes mes cartes urgences. Et j'ai appelé SOS médecin le médecin est venu, il m'a fait une ordonnance, je pense qu'il était en fait dealer de drogue. Mais il m'a prescrit un truc pas possible. Alors j'avais de la cortisone, du paracétamol avec de la codéine. Enfin, il aurait pu me prescrire de l'opium, je pense. J'avais un truc. Et avec mon copain, on s'est dit, bah dis donc, il y va franchement, quoi. Mais pareil, il avait aucune idée. Juste, je lui ai dit, j'ai mal. Et donc il s'est dit, bon, elle a mal, on va lui sortir tout ce qu'on a en stock, quoi. Et, euh, et je suis allée chercher j'ai dû prendre un paracétamol, je sais pas quoi. Et je me suis dit, non, cortisone, je suis pas ok, je suis pas à l'aise. Pourquoi je prendrais de la cortisone? En plus, on sait même pas ce que j'ai. Et puis, je savais qu'il se passait un truc bizarre. Je prends pas. Et j'ai parlé avec ma mère 3-4 jours après en lui disant, ça va vraiment mal et tout. Et elle m'a dit, mais prends la cortisone. Ça va rien te faire. 3 cachets de cortisone, ça ne va rien te faire. Et je me suis dit, bon, ok. Et donc, j'ai pris la cortisone. Alors que moi-même, je m'étais dit, non, non, non. Et donc, j'ai pris 3 jours de cortisone. Bon, je pense 3 jours, ça n'a pas dû me faire grand-chose. Pareil, j'ai pas vu ni pire ni mieux. Et puis comme j'ai pas vu mieux, je me suis dit, non, je suis pas à l'aise avec le fait de continuer la cortisone, j'arrête. J'ai arrêté. Mais donc ouais, pareil, SOS médecin, je leur avais dit, hein, je sors d'un traitement de fluoroquinolone. Alors eux, les interactions, pareil, ils sont pas au courant, quoi. Voilà. Un désert d'informations et désert médical, ouais. Pas de, Ouais, pas de réponse, pas. Bon, et donc pas de traitement, bien entendu, hein. Et puis, donc c'est une ouais. situation compliquée un peu pour nos victimes, puisque à ce jour, je pense pas que une personne du groupe ait trouvé une réponse, euh, un diagnostic, ça vient de ça, il y a un traitement. Ouais, et puis je pense qu'on a tous des trucs un peu différents en fait quand même. On a tous activé un peu, ça allait un peu réveiller je sais pas, nos faiblesses ou en fonction des terrains de chacun et des prédispositions génétiques. Je pense on a tous une traduction un peu différente quoi. Donc c'est difficile. J'entends, mais moi j'ai pas de problème avec le fait que les médecins ne sachent pas. Ok, j'entends. C'est quand même une situation plutôt inédite. Mais par contre, j'ai un problème avec les médecins qui sont trop fiers pour dire qu'ils ne savent pas et en fait mettre ça sur enfin mettre en doute la partie psychique du patient, quoi. Enfin, ça pour moi c'est grave, c'est grave. Enfin ça et d'autres choses, mais Mais du moins, il faut qu'il y ait une réflexion qui soit faite. Moi, c'est ce que je parlais, ce que je disais avec Claire, la dernière personne que j'ai interviewée, comme conseil. Elle me demandait, oui, mais alors le médecin m'écoute pas. Lors de mes consultations, je lui ai dit, bah, écoute-moi, la stratégie que je vais mettre en place lors de mes prochaines consultations, donc c'est arriver avec euh, les recommandations de la Haute Autorité de la Santé, le site de la NSM et donc là, après, en fait, dans mon esprit, moi, j'ai du mal à imaginer comment ils peuvent, si tu veux, récuser et ne pas croire ce qui est dit par ces organismes, qui sont comme ces gens qui savent ce qu'ils font. ouais, ouais, c'est ça. Les premiers mois, j'avais une espèce de boulimie d'aller voir des médecins, mais en fait de me faire entendre et de les faire. Il y a un truc un peu justicier, quoi, enfin, où j'avais besoin de les faire reconnaître leur tort. Enfin, tu vois, je sais pas, qu'ils me disent oui, désolé, enfin et puis aussi d'avoir des réponses à mes questions. Enfin, je pense que j'ai multiplié les rendez-vous en attendant des réponses différentes. Enfin, en tout cas, les réponses que j'avais envie d'entendre, quoi. Et bon, ça n'est jamais arrivé. Et évidemment. Et puis j'ai même eu, je sortais parfois de rendez-vous, j'étais
j'étais dévastée devant bah, soit la mauvaise foi, soit l'absence de prise en charge, de reconnaissance de mes maux. Donc, euh, donc ça va, maintenant j'ai arrêté. Je pense que de toute façon, j'ai vu tous les médecins, donc finalement, voilà. Mais ouais, j'avais un truc un peu. Ouais, j'avais envie de leur coller les papiers de la enfin leur faute sous le nez, quoi, vraiment. Mais pas, encore une fois, mon point, c'est pas, même si en fait, oui, il y a eu des erreurs, les prescriptions, jamais, quand je suis retournée aux urgences, là, au bout de 2 jours, on aurait dû me remettre 7 jours, quoi, enfin, jamais. Mais en revanche, peut-être que la première fois, pour ma pyélonéphrite, c'était pas, enfin, je veux dire, on m'a pas prescrit ça pour une suspicion de cystite, quoi, enfin, bon. Donc à la limite, mais j'aurais aimé, en tout cas, ce que je leur reproche, c'est pas tant de prescrire ce médicament, même si voilà, c'est fait de manière, je pense, un peu laxiste, mais en tout cas, de délivrer de l'information au patient, quoi, de lui dire, bah, ce qu'on vous donne là, c'est pas un Doliprane en fait, donc au moindre symptôme, au moindre dérèglement, au moindre truc qui vous paraît louche, revenez nous voir et on vous écoute. Enfin, il y a juste de nous sensibiliser, parce que moi, j'avais aucune idée qu'un truc comme ça puisse exister, quoi. Aucune idée. En fait, on ne sait pas dans quel monde on est plongé, ça arrive d'un coup. Et moi, j'aime toujours faire cette référence au film. Alors, il se trouve que j'aime bien le cinéma, je fais toujours une référence au film Gaslight. C'est, Mm. voilà, enfin, et c'est assez pernicieux. Alors, je dis pas qu'un élément intentionnel, mais je veux dire, le fait de potentiellement connaître donc les effets secondaires d'une molécule, le patient prend cette molécule, on vient se plaindre légitimement, et on nous dit non, mais c'est pas ça. Et c'est ça qui, à mon sens, amplifie vraiment la chose, parce que je pense que d'avoir de la compréhension, dire oui, effectivement, ça arrive. Rien que d'entendre ça, déjà, Mm. je pense que le Mm. système, il se dit, ok, c'est normal. Déjà, rien que ça. Ouais, moi, vraiment, ça a joué aussi. J'ai passé les 2 premiers mois à me dire, mais je suis folle. Je Mm. suis en train de devenir folle. Tout le monde me dit ça. Même le cardiologue, au lieu de me. Enfin, à la fin de mon test d'effort, il me donne une liste avec des contacts de psy, quoi. Enfin, le cardiologue. Donc, voilà. Et puis, c'est des gens qui ont enfin, qui ont une légitimité. Enfin, c'est pas voilà. C'est pas le mec en bas de la rue qui t'a dit c'est en ta tête. C'est quelqu'un que c'est son métier, qui a étudié le corps humain toute sa vie. Donc, bon. Après, je suis quand même tombée sur un généraliste. Donc, du coup, je suis quand même allée voir une psychologue, hein, parce qu'on est dans un truc où, bon, bah, moi, j'avais besoin de soutien à un moment donné. Enfin, toujours d'ailleurs. Et elle m'a dit, je connais un médecin, enfin, elle a vu à un moment où vraiment j'étais dans un désarroi total et qu'il fallait me filer un coup de main. Et elle m'a dit, mais moi, je vais vous donner un contact de médecin généraliste qui est bien. Et elle m'a dit, enfin, qui est bien, elle m'a dit, il n'a pas la réponse à tout, mais il cherche. Et en fait, déjà rien que ça veut tout dire. Et je suis allée voir ce médecin généraliste qui m'a dit, ah oui, les fluoroquinolones, c'est une sacrée merde. Et il m'a dit, moi, je n'en prescris pas. Je fais tout ce que je peux pour ne jamais avoir à en prescrire. Si vraiment c'est une nécessité, j'envoie la personne voir un collègue. Enfin, les prescriptions ne viendront pas de moi, quoi. Et, euh, et donc lui, il me l'a dit, pas de problème. Et puis c'est lui qui m'a fait tous mes courriers, parce qu'à un moment donné, j'avais besoin de courriers pour avoir des rendez-vous dans les hôpitaux, pour faire les examens pour les neuropathies des petites fibres. Enfin bref, faut être adressé. Bref, il m'a fait tout ça. Et lui, pour le coup, sur les courriers, il y a marqué suite à la prise d'un fluoroquinolone, elle a déclenché tel symptôme. Enfin, on n'est pas sur de la langue de bois, quoi. Et il a pour autant pas de solution à me proposer. Mais au moins, il m'aide dans mes démarches avec voilà, avec pas, pas de langue de bois, quoi. En tout cas, on va pas se raconter des salades avec peut-être qu'elle a passé une année difficile et que si et que ça et que bon, non. Rares seront les gens qui auront une réponse de la part du corps médical. Je pense que ça doit exister, hein. Il se peut qu'il y ait des médecins consciencieux qui ont peut-être lu les recommandations de la NSM. Euh, alors après, il reste une possibilité, c'est avoir une réponse
de la justice, parce que forcément, quand le médical va pas, on se tourne vers la justice. Alors, il y a une plainte au pénal qui a été, donc une plainte collective au pénal qui a été déposée donc donc avec l'association Kinolme France, donc toutes les victimes. Euh, donc cette plainte à ce jour n'a pas abouti, il n'y a pas de poursuites euh, qui ont été mises en œuvre et l'action publique n'a pas été mise en mouvement, hein, comme on dit. Euh, donc après le volet pénal, il y a le volet civil, donc pour aller obtenir une indemnisation des dommages et intérêts de ce préjudice. Et là, il y a deux voies. Alors, il y a la voie judiciaire traditionnelle, donc aller devant un tribunal, ou bien faire un recours au NIAM, donc qui est un organisme qu'on peut saisir euh, et qui peut la prononcer, donc une indemnité si tant est qu'il y a un lien de causalité qui est établi donc, entre la prescription de l'antibiotique et les symptômes et les effets secondaires qu'a subi le patient. Alors, est-ce que de ton côté, en tant que, alors c'est, moi le terme victime, je l'emploie avec parcimonie, mais quoi qu'il en soit, au vu de ta situation actuelle, là, suite à la prise du médicament, est-ce que tu envisages d'avoir une réponse euh, de la part donc, de la justice ou d'un organisme tel que l'ONIAM? Mmh, pour l'instant, alors moi j'avais rejoint la plainte de groupe, mais qui pour l'instant effectivement n'a pas de suite. J'ai fait deux trois tentatives. Je me suis dit, est-ce que je fais une plainte en mon nom, un truc bon. J'y connais rien, donc je vais pas employer les bons termes. J'ai contacté une avocate qui je sais couvre des cas un peu similaires d'erreurs médicales et voilà. Euh, on s'est parlé deux trois fois et puis en fait à chaque fois j'étais pas prête, je pense. Et puis j'avais pas envie d'en faire le centre de ma vie non plus. C'est déjà difficile de voilà. Et je me suis dit, en fait, je vais me lancer dans un combat, en plus du combat, parce que là, ma priorité, c'est quand même d'essayer de me sortir de ça d'un point de vue de santé, quoi, enfin, d'aller mieux. Et ça requiert déjà beaucoup d'énergie et d'argent aussi, Hmm. et de temps et de disponibilité mentale, et voilà. Et je me suis dit, si en plus de ça, je me rajoute là des démarches avec un avocat et que je sais qu'on va essayer aussi de mettre en doute ma parole. Et enfin voilà, ça va me déstabiliser encore plus, alors que je suis au contraire dans une démarche d'essayer de me faire confiance et de me dire voilà. Donc j'ai pas, j'ai fait deux trois balbutiements et puis en fait j'ai pas donné suite. Je dis pas que je le ferai pas parce que c'est quand même, je me dis bon, j'ai quand même envie de demander réparation quoi. Même j'ai pas tant, enfin, pas que pour le côté financier, mais d'un point de vue moral aussi, je me dis, il n'y a pas vraiment de raison que je laisse passer ça. Après, je me dis, bon, moi, je vais m'attaquer à la PHP, enfin, aux hôpitaux de Paris. Non, c'est impossible. Enfin, c'est un mastodonte. Je vois pas. J'ai du mal à voir comment je peux obtenir gain de cause. Je sais pas. J'ai envie, mais pour l'instant, je mets mes efforts à essayer d'aller mieux déjà, je crois. C'est ça. Mm. Parce que là, en fait, la difficulté, c'est enfin, de se battre déjà avec la situation désastreuse et puis à côté de ça, engager une action. Enfin. Mm. Et puis ouais, ça requiert beaucoup d'énergie. Pour l'instant, ouais. C'est pour ça que la plainte de groupe, ça m'allait bien. J'avais l'impression que de toute façon, le train allait avancer et puis que je faisais partie des passagers, mais que ça me demandait peu Mhm. d'investissement personnel. C'est normal. Mm. Mais c'est certain qu'en tout cas, enfin, nous, si on lit donc la recommandation de la NSM, la Haute Autorité de la Santé, bon, en tout cas, c'est même sur la notice, hein, il me semble, hein, si je ne dis pas de bêtises, c'est écrit noir sur blanc, enfin, en cas de symptômes, au tendon d'Achille notamment, euh, voilà, le traitement doit être arrêté. Et le fait qu'on n'arrête pas, enfin, non, moi, j'interprète ça comme une Je sorte. mets pas le couteau dans la plaie, s'il te plaît, Ah Aurélien. ouais, non, 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 mais tu vois, c'est.
Et le fait qu'on n'arrête pas et qu'on prolonge, tu On peux le dire. prolonge. Et qu'on prolonge. Tu vois, moi, je suis allé voir pareil, hein, je dis, moi, je pouvais plus marcher au bout de 8, 9 jours, un truc comme ça, je pouvais plus marcher. Je vais le voir, alors dis-toi, je marchais en marche arrière. J'ai noté que marcher à reculons, ça tirait moins sur les tendons. Je suis allé de chez moi à l'hôpital en marchant à reculons. J'ai dit, écoutez, docteur, je peux plus marcher. Et là, le docteur m'a dit, c'était son confrère qui l'avait prescrit. Non, mais écoutez, moi j'ai toute confiance en mon confrère. Si vous l'a prescrit, c'est qu'il faut. Et vous continuez, vous allez jusqu'au bout des 14 jours. Il faut éviter la récidive. Vous Ouais. continuez, vous continuez. Je dis, mais attendez, mais j'ai lu, noir sur blanc, il faut arrêter. Non, non, vous continuez. Donc c'est certain que enfin, c'est une situation qui peut poser des problèmes et que l'incompréhension, en fait, et le sentiment d'injustice viennent se cumuler aux symptômes qui ont un éventail de symptômes. Je dirais, hein, des gens qui perdent leurs dents, des gens qui ont une oreille qui explose. Je veux dire, non, mais c'est des symptômes, mais dans un film. Moi, si on m'avait dit qu'un antibio, tu vas te soigner une bactérie, et tu as ça, mais jamais j'aurais cru. Jamais, jamais, jamais. Donc, c'est certain que, voilà. Donc là, heureusement, on fait partie de cette association qui Kilolone France, là, et on voit qu'on n'est pas seul. Mais moi, franchement, je sais pas toi, mais moi, franchement, si j'étais seul et si je savais pas qu'il y avait d'autres victimes, que j'ai ça tous les jours et que les médecins me disent, voilà, comme toi, Ah non, mais c'est terrible. c'est un coup à perdre la tête. Mm, Perdre la mm, tête. mm, mm. Donc aujourd'hui, on n'a pas de solution de traitement. On est livré à nous-mêmes, on doit devenir nos propres médecins. Et on se sent en fait, enfin, voilà, un sentiment de trahison, de colère, enfin, je suppose pour beaucoup d'entre nous. Donc aujourd'hui, alors comment est-ce que tu vois ton avenir? Est-ce que quand même tu as eu des améliorations de symptômes? Est-ce que aussi tu as eu des aggravations de certains symptômes? Est-ce que tu en as qui apparaissent? Alors moi, j'ai fait une liste de tous mes symptômes au début, parce qu'on s'est dit que ça serait une bonne idée de tous les lister et de faire des petites courbes pour voir. Bon, ça aurait été une bonne idée si l'évolution était positive. Pour l'instant, c'est pas tant le cas. Ouais, Je crois qu'en tout, j'ai 50 symptômes différents. 50 symptômes. Mais j'exagère pas, je pense que je dois être à 47, quoi. Il y a des trucs qui sont partis, mais pas les trucs que tu voudrais qu'ils partent en premier, quoi. Ouais, c'est ça. Donc oui, les paresthésies, c'est fini. J'ai retrouvé toutes les sensations dans mes membres. Ça, quand même, c'était assez terrifiant de plus sentir tes jambes, quoi, pendant 2 heures, puis ça revient. Enfin, bon, bref. Donc ça, c'est fini. J'avais des fasciculations, là, les nerfs qui sautent, mais terrible. J'en avais, je pense que ça sautait 20 fois par minute, enfin, en continu, tout le temps. Enfin, ça me rendait dingue. Donc ça, c'est fini aussi, quasiment. Ça m'arrive encore un peu à droite à gauche, mais avant, j'en avais de temps en temps aussi. Enfin, donc ça, voilà. Après, après le reste, ça tourne, quoi. Je vais pas te dire, malheureusement, que ça part, parce que ça s'endort, c'est des symptômes qui vont être un peu dormants pendant quelques temps, puis d'un coup, paf, ça revient. J'ai pas, ça, c'est un truc qui m'a terrifiée aussi pendant quelques semaines. Au moment où tous mes symptômes s'accumulaient, quoi, où tous les jours j'avais un peu des nouveaux trucs, j'attendais les acouphènes. Je me disais, je vais avoir des acouphènes, c'est sûr. Tout le monde a des acouphènes, j'aurai des acouphènes. Et je n'en ai pas. Donc je touche du bois. Mais ça, j'ai pas trop eu de symptômes. Je sais qu'il y a beaucoup de neige visuelle, de trucs, j'ai pas ça non plus. Mais sinon, non, mes symptômes, ils sont là. Et oui, il y a encore des trucs qui apparaissent. Là, j'ai l'impression que je fais un peu des allergies. J'ai jamais fait d'allergie à quoi que ce soit de ma vie. Et pourtant, j'avais vu un allergologue qui m'avait fait des tests allergiques qui étaient tous négatifs. Mais je sais pas, là, j'ai la gorge sèche, les muqueuses, tout est sec, quoi. Ma bouche, mon nez, j'ai du mal à respirer. J'ai une respiration un peu sifflante. Donc ça, c'est nouveau. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Non, et puis après, j'ai en fonction des changements de température, là, c'est les beaux jours, donc il y a quelques trucs qui vont mieux. Mais avec le retour de la chaleur, voilà, des bouffées de chaleur, donc non, c'est tournant. Je saurais pas te dire s'il y a beaucoup de, oui, je dois avoir une petite dizaine de symptômes sur les 47 qui sont partis et qui pour l'instant ne reviennent plus, mais il en reste quand même 37, quoi.
Mais je suis en train de réfléchir, quand tu as une polynéphrite, on ne te fait pas de test pour voir si tu peux être potentiellement bénéficier d'un autre traitement antibiotique. On ne le fait Non, pas. mais il faudrait. En fait, surtout là où l'erreur a été faite, c'est qu'ils m'ont fait une analyse, enfin une recherche de la bactérie, enfin de savoir quelle bactérie était dans mon rein. Euh, et en fait, la bactérie qui a été retrouvée donc déjà ils m'ont donné la lévofloxacine avant d'avoir les résultats de ce truc-là. Ils l'ont Donc, donné en... Ok, ok, ok. bah, on savait que j'avais une pyélonéphrite, mais on ne savait pas quelle était la bactérie. Mais donc par défaut, du coup ils m'ont quand même donné la lévo. Et ils m'ont dit de revenir aux urgences 3 jours après pour avoir les résultats, la bactérie, voir si on ajustait le traitement ou pas. Et en fait, ils m'ont laissé ce traitement, quoi. Et en fait, plus tard, j'ai appris que, au vu de la bactérie qui avait été retrouvée dans mon rein, je ne sais plus laquelle c'est, on aurait pu me filer autre chose, quoi. Autre chose, un autre antibio aurait pu marcher. Et tu t'es pas dans une situation... oui, enfin, pyélonéphrite, donc tu m'as dit c'est douloureux, donc enfin, la situation, tu la qualifierais d'urgente à l'époque, enfin, ouais, quand même, ok. Oui, je crois que c'est un truc, si tu le laisses, tu peux en mourir, quoi. Si tu laisses la bactérie dans le rein, Mhm. c'est un sale truc. Mais du coup, mon amie brésilienne, bon, ils ont un autre système de santé, hein, c'est pas la même chose que nous, mais elle me disait, mais au Brésil, tu rentres à l'hosto avec une pyélonéphrite, on te garde en observation au moins 24 heures. Enfin, Mhm. parce que moi, je suis allée aux urgences à pied. Je suis rentrée enfin, les urgences sont pas très loin de chez moi, à 10-15 minutes à pied. J'y suis allée à pied, en souffrant, mais quand même. Et je suis revenue à pied. Ils m'ont laissé partir à 4 heures du mat. J'étais toute seule en plus. Ils m'ont donné ma prescription. Merci, bonsoir. Et je suis rentrée chez moi à pied à 4 heures du mat avec ma pyélonéphrite, quoi. Ouais, Et ma pote, elle me dit, mais ça, c'est un truc, ça n'arriverait jamais, en tout cas au Brésil. Après, c'est pas un jugement. Mais voilà, et donc je pense que ils savent que c'est quand même un gros truc, enfin une grosse attaque. Et que bah, pour enrayer ça, on va te filer l'antibio le plus puissant, parce qu'en plus, on sait que tu rentres chez toi, que tu vas être potentiellement tout seul. Enfin, il faut pas laisser la place au doute, quoi. Donc, on te donne un truc qui va éradiquer la bactérie et toutes les autres, les ah, bonnes, les mauvaises, les cellules et tout, quoi. On y va. c'est ça. Et Mm. alors la question que je voulais te poser, Louise, au niveau de ton mode de vie, alors, est-ce que tu Mm. saurais dire comment ça a influencé donc ta vie quotidienne? Moins de sport, plus de travail, moins de liens sociaux, voilà, tous ces aspects-là. Bah, moins de sport, oui, je fais plus rien, quoi, ou plus grand chose. Je me force quand même à aller, à rester en mouvement. Donc là, j'ai repris un peu des choses sans impact. Je peux, à mon avis, absolument pas faire de cardio. Je vais pas essayer. Mais je fais du vélo, je fais un peu de piscine, un peu de rameur, enfin, tu vois, des trucs, un peu de pilates, voilà. Pour dire que. Euh, mais sinon, ouais, non, j'ai arrêté toutes mes activités. La course à pied, tu pourras pas, ouais, non, ça. Et ouais. Non, la course à pied, on s'en parlera pas tout de suite, à mon avis. Course à pied, tennis, moi, je faisais beaucoup de surf, parce que j'habite un peu dans le sud-ouest aussi. Ça, c'est pareil, c'est plus un sujet. Je peux même pas porter la planche. Moi, je ne peux rien porter en fait. Alors, je sais pas si c'est les tendons ou si c'est autre chose. Je ne peux rien porter. Ça fait 1 an que mon mec porte mes sacs de course, mes valises quand on part en vacances. Mon chat qui pèse 6 kilos que j'arrive plus à porter. Enfin, je ne peux rien porter. Donc, c'est-à-dire que tu peux pas le soulever ou tu peux le Alors, soulever, mais tu peux pas le soulever. je peux le soulever, mais tout de suite, mon corps il y a un truc tout de suite, il y a une réaction une espèce de tension, quoi. Et puis le lendemain, j'ai des douleurs, j'ai une espèce de chaleur, c'est comme si on m'aspergeait tu sais, d'amande poivrée, là, ça fait un espèce de chaud-froid, donc j'ai ça. Dès que je pousse un peu, dès que je fais un effort un peu trop, alors, on se parle de petits efforts, hein, quand même. Hmm. Mais je le paye le lendemain, j'ai des douleurs. Ah. Alors ça, c'est un point que je pose souvent. On est d'accord que les douleurs, si tu fais un effort, majoritairement apparaissent le lendemain ou bien tu les as instantanément? C'est le lendemain que tu les as. Ça dépend. J'ai quand même des trucs. Tu vois, là, par exemple, si je porte un pack d'eau,
je vais sentir tout de suite des choses qui se tendent dans mon bras, comme une tension, quoi. Je sais pas si c'est les tendons ou si c'est des nerfs, je sais pas. Je le Vraiment, ressens comme ça, quoi qu'il en soit. C'est une mais tension. sur le moment, je le sens. Et puis après, j'ai un truc corporel de chaleur, les veines qui gonflent. Enfin, il se passe un truc, je commence à suer. Enfin, voilà. Parce qu'en fait, tu m'avais parlé que toi, ton ressenti, hein, on va parler ressenti. Ton ressenti, c'est que la peau est plus fine et que Ah et oui. tu as une plus grande visibilité des veines, c'est ça? Ouais. Bah, c'est pareil, je sais pas. Ce que je sais, c'est que je vois que mes veines gonflent énormément. Alors, est-ce que elles gonflent plus parce que ma peau est fine, distendue. Alors, j'ai perdu du muscle, j'ai perdu du poids. Malgré tout, je pense qu'il y a quand même un changement de texture. J'ai l'impression qu'elle est vide, quoi. Mais en fait, mon corps maintenant est tellement loin de ce que j'ai connu que j'arrive pas à dire. Je pense qu'il y a quand même c'est un cocktail explosif en fait. C'est ça plus ça. Mais donc, je sais pas si j'ai l'impression que mes veines gonflent plus parce que ma peau est Plus plus fine. transparente, plus fine, voilà, ou s'il y a quand même un truc de circulation. Je pense qu'il y a quand même un truc de circulation. Mais ouais, sur le moment, si je porte un truc, j'ai mon corps en alerte, quoi. Et tout de suite, je passe en mode vigilance. Enfin, tu vois, mon corps, il est prêt à prendre la fuite, quoi. J'ai tous mes sens en alerte, j'ai tout qui se tend, mes cervicales, ma nuque, tout. Enfin, mais même là, tu vois, je te parle, j'ai mal dans les dents, j'ai mal dans la mâchoire. Je... Donc ouais, je peux rien porter. Et puis en fait, j'ai l'impression que j'ai commencé à développer une espèce de phobie aussi. C'est très bizarre. Il y a des situations qui me déclenchent une espèce de phobie, mais sans même les vivre, des trucs où je me dis, tu vois, bon après le soleil c'est différent, mais il y a eu un moment je me suis dit je vais pas supporter la chaleur, ou je vais pas supporter d'être au soleil, ou je vais pas, comme si j'étais vraiment une... Je rigole parce que je pensais être le seul, mais j'ai exactement pareil que toi, chose que j'avais pas du tout avant. Enfin, moi, j'ai la phobie d'aller dans l'avion alors que j'habite Ouais, en Provence. J'allais en Corse, j'habite en Corse, je prends l'avion tous les 3 4 mois. Mais écoute, là, tu viens de me délivrer un peu parce que je pensais être le seul, du coup, on a beaucoup de symptômes en commun. J'ai la phobie de me retrouver dans l'avion et de pas savoir quoi faire. ouais, ouais. Et je sais pas si ça vient tu vois, d'une angoisse qu'on alimente aussi, bah forcément, parce qu'il nous arrive que des trucs horribles. Ou moi, je pense qu'il y a un truc du système nerveux. Je sens qu'il y a des situations. Tu vois, rentrer dans les magasins, ça me fait ça. Quand je suis dans un magasin, je suis mal. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas d'air? Est-ce que c'est parce que j'ai une réticence à faire certaines choses, mais que j'ai toujours fait sans problème, quoi. Donc ouais. Mais donc je ne fais plus de sport à part ça, vraiment une mini routine pour dire que je reste un peu en mouvement. Et sinon, je travaille, oui, parce que je travaille devant un ordinateur. Voilà. Je me suis pas mis en arrêt du tout. Après, ça m'est arrivé en juillet. En août, j'étais en télétravail tout le mois d'août, donc j'ai travaillé de mon lit pendant un mois. Septembre, j'ai commencé à y retourner, c'était difficile. Et là, bon, j'arrive à mon quotidien. Si je fais pas de sport et mon quotidien, il marche à peu près. Tu vois, le truc métro boulot dodo, il marche. J'y arrive. Mais dès que je rajoute des extras, des week-ends, conduire, prendre la voiture, faire un peu de sport, là, c'est la cata, quoi. En fait, tu arrives à faire Le minimum. La vie chiante, quoi. et à Ça 34 ans. passe. Ouais. Et la vie que tout le monde voudra avoir à 34 ans, ouais. Ouais. Et quand tu as l'âge, Ouais. tu as envie de profiter, tu as envie de partir en vacances, tu as envie de t'éclater, ton corps, il te dit non parce que tu as pris un antibio. Ouais. Donc, Ouais, non, mais c'est rageant, mais ça, j'essaye tu vois, de l'enlever de moi, parce que j'ai passé des semaines, et voire des mois à m'auto-flageller, à me dire, mais c'est pas possible, en fait. Le, t'as lâché ta vigilance 30 secondes, quoi. Enfin, j'ai jamais fumé. Enfin, tu vois, j'ai c'est pas- jamais été dans les excès. J'ai toujours bien mangé, sportive. Je fume pas, je bois pas trop. Enfin, et je prends pas de pilules. J'ai toujours fait gaffe. Les médicaments. Tu vois, j'étais hyper à l'écoute de mon corps. Et puis là, vraiment, genre, je baisse la garde 30 secondes et je vais le payer toute ma vie, quoi. Enfin, ça rend dingue. Et puis,
ce truc de me dire, j'ai eu plein de signaux, et même moi, je me suis dit, ça va pas, il se passe un truc. J'ai relu toutes les conversations, les messages que j'envoyais pendant le traitement en disant, il se passe des choses, mon corps, il est déréglé. Tu vois, quelque part, je savais, on me prescrit de la cortisone, je me dis, non, faut pas prendre J'avais tous les bons réflexes, enfin, toute la bonne, et pour autant, et donc ça, pendant des semaines, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et après, je me suis dit, non, tu peux pas continuer à te dire, et si j'avais, et si machin, non. Ouais. C'est fait. Maintenant, il faut trouver des moyens d'en sortir, quoi. Là, j'ai gardé les messages que j'avais envoyés à ma copine à l'époque. C'est, je peux plus marcher. Je sais pas ce qui se passe. Voilà, pareil. Mm. Je regarde les messages et je me suis dit, putain, tu sais, j'aurais dû écouter mon instinct. Attendez, j'ai ça, j'aurais dû arrêter. Mais après, c'est que les médecins te disent continuer. Ouais, tu fais confiance aussi. Enfin, moi, à l'époque, les médecins, je faisais confiance, hein. Plus ou moins. C'est ça. Tu leur fais Bon, confiance. on réécrira pas l'histoire, mais en tout cas, il faut essayer de s'en sortir, quoi, de ce truc-là. Hmm. Mais ce qui est alarmant, ce qui est alarmant tout de même, c'est le manque de reconnaissance. Enfin, moi, j'arrive juste pas à comprendre. Enfin, tu vois, à la limite, c'était un médecin. Tu vois, typiquement, on a eu des médecins controversés, tu vois, qui étaient un peu en décalage et qui émettaient des doutes sur certaines méthodes. Euh, et ceux-là, bon, on les a un peu blacklistés. Et puis bon. Mais là, c'est quand même l'ANSM, l'autorité qui régule, tu vois, la mise sur le marché de certains médicaments. Donc, c'est comme des gens qui derrière ont étudié la chose. Et ces gens-là vont dire, il faut limiter l'usage parce qu'il y a des risques. Et nous, on vient se plaindre des risques. Et on dit non, c'est pas ça. Enfin, c'est juste, enfin, moi, c'est juste cette partie-là aussi que je trouve alarmante. Euh, alors, que rajouter sur notre histoire avec les fluoroquinolones? Non, bah, je sais pas. C'est un sacré voyage et pas un voyage qu'on aurait choisi. Je, moi, voilà, un jour, je me dis, enfin, j'ai quand même ce truc un peu combattant, quoi, de se dire, il faut que ça aille, en fait. Pas le choix. Je suis pas prête à renoncer à ma vie. Euh, je, il faut que ça aille, quoi. Il y a pas le choix. Tu vois, j'ai un peu ce truc de me dire, il faut de refuser de me dire que peut-être, pour l'instant, alors si j'en suis encore là dans 3 ans, peut-être que je lâcherai un peu du lest, hein. Mais pour l'instant, je me dis non, non, je veux encore essayer des trucs, je veux encore. Ça fait 10 mois, il peut encore se passer. Ça peut s'améliorer, quoi. Donc, j'essaie d'être positive. Moi, j'y crois. Moi, je tiens à être positif. Après, la chance, c'est ce que disait Claire, la chance qu'on a, entre guillemets, c'est que nous, ça nous est arrivé à un âge où voilà, on est assez Ouais, jeune. moi j'ai 34 ans, hein. 34 ans, t'es quand même. Ouais, bon, tu passes le. Oui, enfin, Déjà à 34 ans, tu vois, en bonne santé, on commence à se dire collagène, nanani, nanana. ouais. Bon, bah, moi, tout de suite, j'en ai plus, quoi. Ouais. De toute façon, je pense qu'à partir de 20, ou je sais plus quel âge, tu commences déjà Ah enfin, ouais. tout va en déclin. Et nous, on a eu un coup de doute. C'est accéléré, la descente. Non, mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'on a la chance d'avoir déjà de l'information là où peut-être il y a 10 ans, c'était moins facile à. Enfin, moi, je suis une encyclopédie, hein. Maintenant, je peux te parler de plein de pathologies, de plein de syndromes, des maladies auto-immunes. Ouais. ChatGPT, c'est mon meilleur ami. Enfin, j'ai plein de connaissances. Maintenant, ouais, ça ne fait pas tout. Mais quand même, je pense que ça nous aide à mettre un peu nos efforts dans les bonnes choses, quoi. C'est ça, dans la bonne direction, on prend des meilleurs choix. D'ailleurs, il y a un diplôme de patient expert. Alors ça, c'est Ah pour bah, ouais, c'est pour les maladies chroniques, hein. Pour certaines pathologies, tu vois, comme le cancer et tout, mais pour ceux qui sont très bien informés, ils peuvent passer un diplôme de patient expert. Alors, je ne sais pas si c'est possible pour notre cas, mais effectivement, enfin, moi, pour avoir échangé avec toi, tu m'as appris quand même de nombreuses choses. C'est des discussions, on sent que derrière, il y a un travail et qui émane d'une volonté de s'en sortir du fait d'une carence du corps, euh, du corps médical. bah ouais, puis en fait, c'est intéressant quand on commence à se plonger dedans. Alors, je préférais que ce soit pas moi la malade, hein, mais la patiente.
Ouais, Mais c'est intéressant et je trouve dommage, encore une fois, on va arrêter de leur taper sur la tête, mais je trouve dommage que la médecine aujourd'hui ne s'intéresse pas en fait. Enfin, c'est le propre de leur métier pour moi mm, de chercher, de s'intéresser, d'accepter que peut-être il y a des choses qui leur échappent, mais à ce moment-là, pourquoi et je sais pas, juste ouais, chercher quoi. Moi, je trouve ça passionnant le corps humain et ouais, c'est un peu frustrant d'avoir aussi envie, tu vois, de. ouais, Enfin, c'est des gens passionnés par leur métier aussi, quoi. c'est ça. C'est ça. Moi, ce que je trouve bien aussi, c'est, tu vois, de voir les ressources qu'on a internes. Déjà, tu vois, l'espèce de mécanisme de résilience et d'instinct de survie qui nous Mm, pousse à chercher, à essayer mm, de puiser dans de la positivité, d'essayer de développer vraiment une carapace. Mais ce que je trouve, une espèce de carapace. Mais ce que je trouve qui est bien aussi, c'est qu'on s'autonomise. Tu vois, moi, je revis. Moi, en fait, quand je passe des mois sans voir des médecins, je mets une espèce de croix, je me félicite. Parce qu'avant, j'ai fait comme toi, je me suis épuisé, j'en voyais 3 4 par mois, je faisais des allers-retours à Marseille, tu vois, le bus et tout, j'en pouvais plus, j'étais épuisé. À chaque fois que je sortais des rendez-vous, j'étais là, mais non, mais alors c'est moi, je suis fou, ben ouais, ben je dois être fou des fois, il y a des choses qui se passent comme ça, je dois avoir un dérèglement. Et franchement, maintenant, le fait d'être informé et de, tu vois, de moi-même faire les recherches, je trouve que c'est beaucoup plus, je me sens beaucoup plus autonome et je dépends plus de gens qui, en fait, vont me rironner ou vont me dire, c'est dans vos têtes. Donc, mm. je trouve que ce serait ça la plus-value de cette expérience. Ouais. Bon, après, il faut piocher un peu dans tout ça, quoi, je pense, pour faire son propre petit package. Ça. Après, je trouve que c'est important de ne pas rester trop loin des médecins non plus. Enfin, moi, j'avais besoin quand même de vérifier mon cœur, voilà. Ouais. Euh, mais il faut faire son marché, quoi. Et puis, il faut se renseigner, s'informer, et puis les prendre comme un complément, mais pas tout miser sur eux, c'est sûr. Après, tu vois, en fait, à force d'en avoir conçu un 2 3 4 10 20 quand tu arrives à 30 que 30 personnes te disent, voilà, vous avez rien, tout va bien, tu te dis, bon, tu te dis, je lâche l'affaire. Donc, que rajouter sur cet épisode? Alors, il nous reste 4 minutes. Peut-être un message de conclusion de ta part sur cette interview. Alors, j'aimerais te demander, alors, comment tu vois ton avenir? Est-ce que tu as un message d'espoir pour ceux qui nous regardent? Ben, moi, un message d'espoir, je suis à 10 mois, donc je suis quand même, voilà, j'ai pas de recul suffisant. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que mon avenir, pour l'instant, en fait, c'est peut-être une forme de déni, mais je me dis que cette année, c'est une pause, quoi. Et que mon avenir, pour l'instant, je refuse de l'envisager différemment de ce que j'avais prévu. Donc moi, pour l'instant, je suis dans cet état d'esprit de c'est une pause. C'est un petit obstacle sur la route, mais le corps se remet, le corps se répare. On profite de ce laps de temps pour faire d'autres choses. Voilà, essayer de penser positif, même s'il y a des jours où je suis au fond du seau, hein, on va pas se mentir. Mais ouais, non, il faut que ça aille, quoi. Moi, j'ai ce truc de pas le choix. Il faut que ça aille. Une super belle philosophie. C'est une parenthèse, ouais. C'est Mm. une petite pause. Mm. C'est une petite pause. Voilà. On n'a pas choisi, mais on doit faire une pause. La petite parenthèse et il faut que ça aille. Non, mais c'est bien, c'est bien résumé là. Et puis c'est une belle approche. Parce que le plus dur, c'est que le mental tienne, parce que des fois, tu te dis, mais c'est un film, quoi. Moi, des fois, tu sais, je me réveille, je me dis, attends, non, c'était un cauchemar, c'est pas possible. C'est pas possible, je vais pas me lever, il va pas avoir ce symptôme. Il y a 2 ans, j'étais de faire des sprints. Là, je peux plus descendre les escaliers, il y a un truc. C'est un cauchemar. Ouais. Après, Ouais. je descends l'escalier, je vois que c'est pas un cauchemar. Après, je fais un sprint. Ah non, ça marche pas. Ouais, c'est ça. Bah, écoute, en tout cas, Louise, hein, je te
te dis un grand merci de participer à cette série. Ça aide beaucoup ce petit projet que j'ai décidé de construire, tu vois. Bah, je décidais d'en faire quelque chose de positif de ça. Depuis que je suis petit, je voulais faire des interviews. Quand j'étais petit, j'ai un petit rêve, je voulais être Bah journaliste. voilà, tu vois, finalement, C'est ça. c'est une aubaine. C'est ça, c'est ça. Alors tu vois, je prends du plaisir à écouter vos histoires, pas dans le sens sadique du terme, bien entendu, mais je prends du plaisir à laisser les gens s'exprimer parce que je pense que c'est clé, c'est ça qui vraiment peut faire la différence. Et je tiens d'ailleurs à remercier le groupe que Lily a mis en place parce que sans elle, sans son initiative, ben, il n'y aurait pas ce réseautage et cette espèce de, tu vois, quand on est mal, ben, on va sur le Messenger, on parle à quelqu'un du groupe, il nous dit, voilà, j'ai ça, bon. Ouais. Vraiment thérapeutique, ça vaut tout l'or du monde. Et ben alors, je laisse toujours ceux que j'invite, ceux à qui donc j'interview le message de fin. Alors, je vais te laisser euh, voilà, finir cette interview avec. Bah non, bah merci à toi. C'est hyper chouette d'avoir ces vidéos comme support aussi. Et de voir qu'on n'est pas tout seul et aussi qu'on nous donne la parole, même si pour l'instant c'est au sein du groupe Facebook. Je trouve que c'est important. Et, euh, et donc c'est une cool initiative et merci de m'avoir permis d'en faire partie. Merci à toi, Louise. On va Merci. s'en sortir. Ouais. Et puis moi, donc, je vous dis à bientôt donc, dans d'autres vidéos. Donc, je continuerai ma série en interviewant donc d'autres personnes. Et je vous dis à bientôt. Merci.